Éric Ciotti est notre invité ce soir. Le temps pour lui de nous rejoindre. Il sort ce livre, pas non, je ne regrette rien, mais je ne regrette rien. Éric Ciotti, ravi de vous recevoir ce soir dans Face à l'info. Un immense plaisir. Il y a un an, pile, quasiment, nous vous aviez accordé une interview exclusive ici dans Face à l'info, immédiatement après avoir rejoint le RN. Où en est-on? Pas rejoint le RN, passer un accord avec le RN. Alors, moi je dis ça, vous dites... Totalement différent. Alors, vous m'avez dit que mes questions sont très dures, peut-être un peu pires que BFM. Je vais quand même les poser. Non, c'est la différence entre un ralliement et une alliance. Alors, moi les questions, à vous les réponses. Et on va en parler tout à l'heure justement de cette union des droites qui nous intéresse, parce qu'on a envie de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. D'abord une question sur l'actualité. À 5 jours de ce conflit entre Israël et l'Iran, est-ce que vous pensez que la France doit intervenir? D'abord, je veux dire mon soutien à l'État d'Israël, parce que ce que fait Israël est, je dirais, une des conditions de survie du monde occidental. Il est impensable pour moi, mais je crois qu'il est impensable pour tous ceux qui raisonnent, que l'Iran des mollahs se dote de l'arme nucléaire. Donc je crois qu'on pourra remercier Israël dans le futur si cette action parvient à mettre un terme au programme nucléaire, qui est un programme très clairement à visée militaire. Le nucléaire civil iranien, c'était une fable. Il n'y avait que Laurent Fabius pour croire cela, et peut-être Barack Obama. Donc laisser se doter de l'arme nucléaire l'Iran était une folie. Israël a réagi, et je soutiens dans sa réaction, qui est une réaction forte, je soutiens Israël. Et je crois que toutes les grandes démocraties occidentales se doivent et se devraient d'être solidaires d'Israël dans ce combat, qui est un combat pas simplement pour la survie d'Israël, mais un combat pour une forme de survie d'une civilisation qui, depuis des décennies, depuis 79 maintenant, est menacée par le terrorisme islamiste, qui trouve sa source féconde, si j'ose ce mot inadapté en la circonstance, depuis l'Iran. Éric Ciotti, faut-il défendre le président Emmanuel Macron lorsqu'on entend, on vient de l'entendre avec Charlotte Dornelas, les propos très durs de Donald Trump à son égard? En tant que Français, naturellement, je ne perçois pas ces propos avec satisfaction. Voir la France humiliée au travers son président de la République, ça fait mal. Mais on n'imagine pas le général de Gaulle recevoir ces propos. Bon, on était sans doute dans un autre contexte. Après, ce que dit littéralement Trump n'est pas faux. On ne sait pas ce que pense Emmanuel Macron au plan international. On est dans une oscillation permanente. On est passé, pour revenir au conflit israélien à Gaza, on est passé de la coalition anti-Hamas, que personnellement j'aurais soutenu et souhaité, à l'action d'Israël est une honte en quelques mois. Donc j'imagine que pour nos partenaires, avec aussi leur aléa qu'il ne faut pas ignorer, avec leur hésitation, leur revirement qui existe aussi, soyons objectifs, mais la lecture de la position française est aujourd'hui impossible à suivre. Et ça se traduit, là par une insulte, mais ça se traduit globalement par une perte d'influence. La France a été quasiment chassée de l'Afrique, alors que c'était un continent où l'influence française, historiquement, était forte, un continent à majorité francophone, avec des liens extrêmement forts. Aujourd'hui, que compte comme ami la France en Afrique? On ne peut même pas les compter sur une doigt d'une main. Et malgré des soutiens militaires qu'on a apportés, on a été chassés de façon assez brutale. Quelle est la voix d'Emmanuel Macron dans le conflit russo-ukrainien? Voilà, il y a aujourd'hui cet affaiblissement que je déplore, que je regrette, parce que le président de la République, moi je suis dans son opposition, mais c'est le président de la République française. Et quand on attaque le président de la République française, quelque part c'est la France qu'on attaque. Mais il ne faut pas aussi donner des angles d'attaque.
Exactement, on voit bien ce que vous voulez dire, cher Éric Ciotti. Venons-en à ce livre, venons-en à cette interview exclusive que vous m'aviez accordée il y a pile un an. Période de grand bouleversement. Grand bouleversement. Un an plus tard, et à 2 ans de la présidentielle, à quoi a servi ce ralliement? Encore une fois, je nuance vos propos, ce n'est pas un ralliement, c'est une alliance. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que la droite, que les idées droites, que je définirais par 3 mots, l'autorité, l'identité, la liberté, que ces idées ne pourront être demain au pouvoir. Et la France a besoin de ces idées, elle a besoin d'ordre, dans la rue, dans les comptes, elle a besoin de protéger, de préserver, de conserver son identité, son histoire, elle a besoin de promouvoir une liberté économique, une liberté d'entreprendre qui s'écarte de la norme et de l'impôt. Ces idées, on en a besoin pour redresser un pays qui est de plus en plus engagé dans le déclin, au plan économique, au plan sociétal. Et que pour que nous gagnions, pour que ces idées gagnent, ça ne sera impossible sans une alliance avec ceux qui constituent aujourd'hui le premier parti de France, c'est le Rassemblement national. Moi, quand j'ai fait cette alliance président des Républicains, au lendemain d'une élection européenne où le Rassemblement national de Jordan Bardella faisait 32-33%, nous, on faisait 7%. Donc, la logique, c'est qu'à 7%, on ne peut plus imposer sa règle. On ne peut plus imposer sa règle, surtout qu'on venait d'une élection présidentielle où on avait fait 4,7%. Oui. Donc, à partir de là, j'ai dressé ce constat, qu'on le regrette ou pas, qu'il fallait casser ces codes, ceux du politiquement correct, du cordon sanitaire, qui faisaient que depuis des années, la gauche s'autorisait toutes les alliances. Celle de M. Mitterrand avec le parti des 100 millions de morts, le Parti communiste, qui n'a gêné aucun commentateur. Celle du Parti socialiste avec M. Mélenchon, y compris après le 7 octobre et les outrances qu'on a connues, qui n'a gêné aucun commentateur non plus. Et que la droite avait cet interdit moral que la gauche avait jeté pour dire la droite est condamnée à être divisée par deux. Quand on regarde les scores de Nicolas Sarkozy, et j'y reviens très longuement dans mon livre, en 2007 et ceux de Jordan Bardella aux élections européennes l'année dernière, il y a un peu plus d'1 an, ce sont des vases communicants. Tous les deux ont eu à peu près le même score, 32%, et à l'époque, Jean-Marie Le Pen faisait en 2007 9%, et nous, en 2024, on faisait 7%. Ces électeurs, ils sont venus d'où? Ils sont venus de chez nous, ils sont venus de la droite classique. Ce ne sont pas des nazis ou des fascistes comme la doxa de gauche, rejoint par certains de mes anciens amis LR, qui ont dit quand même qu'ils préféraient un bulletin LFI ou un bulletin communiste, comme M. Xavier Bertrand, à un bulletin du Rassemblement national. Mais donc j'ai voulu donner ce signal. Nous n'avons pas gagné, mais ce n'est reculé que pour mieux sauter. Je pense que la victoire va arriver. Ce qui se passe depuis 1 an, ceux qui nous ont empêchés de gagner, nous avons gagné dans les urnes 11 millions d'électeurs. Cette coalition a rapporté en nombre de voix un succès jamais égalé dans une élection législative. Mais pour autant, les 243 retraits réciproques au second tour, ceux qui ont vu des LFI se désister pour des LR et vice-versa, nous ont empêchés de gagner. Mais quel est le résultat? Vous me disiez, qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an? Depuis 1 an, on a plus de dettes. On a plus d'impôts, on a plus de dépenses publiques, on a plus de violence dans la rue. On l'a vu malheureusement avec les drames qui se sont produits et encore et les Français le meurtre de Mélanie, et plus d'immigration. Voilà, est-ce qu'en 1 an, ceux qui ont fait ce barrage, les castors là, qui ont creusé, qui ont fait ce barrage, est-ce qu'ils ont aidé la France? Ils ont empêché que la droite gouverne, qu'il y ait une coalition avec ses différences. Encore une fois, moi, je ne viens pas du Rassemblement national, je suis gaulliste, c'est pour ça que j'ai appelé mon parti l'UDR, mais je dresse ce constat, qu'on le regrette ou qu'on ne le regrette pas, que la droite, si elle n'est pas, toutes les droites, si elles ne sont pas unies, eh bien, on laissera la gauche ou les faux semblants de gauche, comme le visage de M. Macron en est l'expression, continuer à gouverner le pays et le conduire dans le déclin. L'UDR avec, j'ai envie de dire, pour vous taquiner un peu, vous savez que j'aime bien vous taquiner, moi aussi. Seulement 16 députés, Éric Ciotti.
Oui, parce que comme le RN a 120 députés, si nous avions eu une majorité absolue, c'est-à-dire plus de 289 députés, nous serions 40 ou 50. Mais pourquoi nous n'avons pas eu ce résultat? Parce que le second tour a été totalement biaisé. On a eu ces coalitions, je dirais un peu des contraires, qui ont vu des candidats de gauche soutenir des macronistes soutenir des LFI, des LR soutenir des candidats de gauche. Mais aujourd'hui, il y a une majorité à l'Assemblée nationale. Oui. Elle va de LFI à LR. C'est celle qui a gagné au second tour des élections législatives, parce qu'ils étaient dans la même coalition contre nous. C'est ça la réalité. On a menti aux Français, parce que personne n'a reconnu cette coalition. Au premier tour, c'était l'alliance avec Macron. Aucun de mes amis leaders de LR aujourd'hui n'a eu d'adversaire macroniste au premier tour. Aucun. Des principaux, vous regardez. Et au second tour, ça a été jusqu'à Mélenchon. C'est pour ça que la France est dans cette situation de chaos qui est quand même inédite depuis le début de la Ve République. On n'est jamais tombé aussi bas. Regardez les codes de popularité du président de la République, du Premier ministre. Regardez le chaos à l'Assemblée où on en vient. Aujourd'hui, on a un texte qui a supprimé les ZFE. Qui a été voté cet après-midi, où on a porté avec nos partenaires du Rassemblement national, et c'est là où on voit qu'on est utile. On a permis d'aller vers de la simplification administrative, de supprimer des aberrations. Mais ceux qui ont déposé ce texte, c'est-à-dire les élus macronistes, ont voté eux-mêmes contre. Donc on est totalement aujourd'hui dans une situation où plus personne, à vrai dire, ne comprend plus rien. Et très sincèrement, à un moment, il faudra que les urnes tranchent tout ça, très clairement. J'aimerais que les mousquetaires posent aussi des questions sur certainement l'union des droites. Je leur laisse cette question, l'union des droites, où en est-on? Reconquête et patati et patata, ça sera pour vous. Juste ma dernière question pour vous quand même. Lorsque vous dressez le bilan, mon cher Éric Ciotti, Bruno Retailleau a émergé aussi. D'abord, le bilan, c'est « je ne regrette rien », il est dans ce livre. Bruno Retailleau, je ne sais pas s'il a émergé. L'heure de vérité... à la tête de LR... L'heure de vérité, c'est dans l'urne. C'est l'élection. Pour l'instant, il n'y a pas d'élection nationale. Nous verrons bien demain s'il y a des élections législatives. Et a fortiori, la grande heure de vérité sera l'élection présidentielle. Moi, je ne crois pas que quelqu'un qui participe à cette politique dans une coalition du déclin... C'est un macroniste pour vous? Ce n'est pas un macroniste, mais il s'est laissé, il est devenu otage du macroniste. Et il sera victime et emporté par le bilan du macronisme, parce qu'il ne peut rien faire. Regardez sur l'affaire algérienne. Bruno Retailleau a monté la voix. Il a réclamé la suppression des accords de 68. Ce que nous ferons la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, dans la journée d'initiative de mon groupe. On verra bien ce que vote LR. Mais il a dit, si on ne reprend pas les OQTF dangereux, après l'assassinat de Mulhouse, on va révoquer les accords de 68. Eh bien, aujourd'hui, on a toujours les accords de 68, jusqu'à ce que peut-être on les révoque la semaine prochaine. On donne toujours plus de 500 visas par jour aux Algériens et aucun OQTF n'a été repris. Donc, moi, je veux bien qu'on ait le monopole de la parole, mais pour moi, un ministre, c'est pas quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui agit. Et quand il agit... il parle différemment que M. Macron, mais il agit sous l'autorité de M. Macron et de M. Bayrou. Donc il ne peut rien faire. Et ce que je regrette, et je l'ai dit le soir de l'élection de Bruno Retailleau, c'est qu'il me rejoigne dans cette union, qu'il délie ses échecs. Justement. Quand vous avez fait ce grand saut, dans le discours public, vous avez fait éclater le cordon sanitaire, vous avez tué le cordon sanitaire. Mais est-ce que c'est vrai? Vous avez traversé le cordon sanitaire, mais il existe encore. La preuve en est que le Front républicain a fonctionné. Le fait est qu'encore aujourd'hui, on dit que vous êtes associé dans le discours public dominant à l'extrême droite et ainsi de suite. Le fait est que vous-même, à certains égards, peut-être reconduisez une forme de cordon sanitaire interne à propos des gens de Reconquête aujourd'hui. Donc, est-ce que vous considérez que c'est une réussite, cette transition, alors que le Front républicain existe encore? Et deux, est-ce qu'il y a un cordon sanitaire interne au camp national lorsqu'on parle des gens de Reconquête? Le Front républicain, vous avez raison, a malheureusement fonctionné. Je pense que c'est son dernier soubresaut. Parce que vous croyez? Oui, parce qu'il y en a eu beaucoup de derniers soubresauts. J'entends beaucoup d'électeurs qui me disent on a voté contre le RN parce que voilà, c'était l'histoire, on a toujours fait comme ça, mais aujourd'hui on ne le referait pas.
parce que c'est le chaos. Ils voient bien ce qui se passe. Ils voient bien qu'on les a abusés, qu'on les a trompés. Où était le danger ? On nous dit aujourd'hui, j'entends souvent ce discours, y compris chez des anciens amis avec lesquels j'ai partagé des combats. Le RN est dangereux. Mais il est dangereux en quoi ? Et la gauche ne serait pas dangereuse ? On avait quand même l'année dernière un programme du nouveau Front populaire qui prévoyait 300 milliards d'impôts de plus. 300 milliards d'impôts de plus, c'est-à-dire on doublait quasiment les prélèvements obligatoires, et qui prévoyait la libération de 30 000 détenus dès l'été. Et tout ça a été signé par le Parti socialiste, et ça n'a pas gêné des membres de mon ancienne famille politique de dire « je préfère voter pour cette coalition plutôt que le Rassemblement national ». Alors vous avez raison, on n'a pas gagné, c'est un constat, je ne vais pas le nier, on a gagné en voix, mais le système a résisté. Après, moi, je suis pour toutes les alliances. Vous parlez de Reconquête, et j'appelle, bien sûr, dans ma ville, il y a beaucoup d'électeurs, il y a eu beaucoup d'électeurs de Reconquête, mais j'entendais encore dimanche Éric Zemmour, moi, j'ai de l'amitié pour lui, j'avais même dit que je voterais pour lui face à Emmanuel Macron, j'ai été un des premiers, je crois que ça avait à l'époque fait un petit peu de bruit. J'entends dimanche dans une interview Éric Zemmour, et il passe son temps à taper sur Marine Le Pen et sur moi. Bon, c'est une drôle de conception de l'union. C'est pas la mienne. Moi, je souhaite qu'il y ait une union la plus large possible. En tout cas, aujourd'hui, il y a une force qui existe à l'Assemblée nationale. Il y a 2 groupes à l'Assemblée nationale. Reconquête n'y est pas. Donc ceux qui font bouger les lignes sur les ZFE, sur l'augmentation des tarifs de l'électricité, sur la politique énergétique, sur l'indexation des retraites, c'est nous qui avons fait reculer le gouvernement là-dessus. Oui, vous avez raison, ils ne peuvent pas croire, vos anciens amis des LR, comme vous les appelez, ils ne peuvent pas croire que Marine Le Pen soit un danger économique plus grand que ceux avec qui ils ont été capables de s'allier aux dernières législatives. Mais vous l'avez fait avant eux et avec eux. Comment est-ce que vous définiriez le blocage, puisque ça n'est pas sincère, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui, le blocage justement par rapport à cette union ? Je crois que c'est la poursuite... je le décris longuement dans mon livre. En gros, on fait comme on a toujours fait, quoi. Voilà. Il y a eu le revirement de Jacques Chirac. On a hésité dans cette histoire. J'y reviens en 1988 avec Charles Pasqua qui parlait légitimement de valeurs communes. Parce que c'est quoi ces valeurs communes ? C'est l'amour de la France. Il y a eu les régionales de 1998. Il y a eu ces tentatives. Il y a eu les municipales à Dreux. À un moment, la droite a gouverné avec le FN. Dans la région PACA, Jean-Claude Gaudin avait un exécutif commun. Il y a eu ces tentatives. Merci. Mais il y a eu ces oukases qui ont bloqué. Je crois que le temps est venu de les dépasser. C'est cette porte vers l'avenir que j'ouvre dans mon livre. On a terminé. Merci oui, beaucoup. non. Est-ce qu'à la présidentielle, vous pensez que la droite nationale peut réellement l'emporter? Le téléspectateur a soif d'espoir, d'espérance. Bien sûr. Je pense que ceux qui gouvernent aujourd'hui seront balayés face à la lourdeur de leur bilan et que le moment de cette victoire, tout se jouera de façon décisive en 2027. Aujourd'hui, ceux qui gouvernent sont des intérimaires et ils continuent à dégrader la France. Je ne regrette rien. Chez Fayard, Éric Ciotti, merci infiniment pour votre présence à Face à l'info. L'heure de Pascal Praud.